présenter. Mon nom, c'est Anthony Landlois-Sarrazin. J'ai 15 ans d'expérience pratique en mécanique. Je travaille chez Consulab en tant que spécialiste de l'éducation. Donc, l'oscilloscope, ça existe depuis les années 90 dans le domaine de la mécanique, mais ça demeure peu exploité dans l'industrie. Maintenant, l'enseignement de l'oscilloscope, c'est devenu nécessaire. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, les constructeurs ils ont commencé à exiger d'utiliser les oscilloscopes dans leur atelier pour confirmer des changements de pièces puis des composants électroniques. Le changement de composants inutiles sous garantie, ça coûte très cher à l'industrie. Puis les constructeurs tels que GM, Freightliner, par exemple, mais beaucoup d'autres exigent des preuves de plus en plus élaborées pour approuver des claims de garantie à leurs concessionnaires. L'oscilloscope, ça peut être complexe à vulgariser, ça peut être compliqué à comprendre pour les élèves. Cette présentation-là, c'est une approche que j'ai qui peut être utilisée pour faire assimiler les informations par les élèves débutants. Donc, si vous connaissez bien la technologie, vous pouvez voir c'est quoi mon approche. Si vous ne connaissez pas les oscilloscopes du tout, ben, vous allez pouvoir apprendre sur le sujet. Donc, un oscilloscope, c'est quoi? Moi, j'aime ça commencer avec des exemples, dans le fond, qu'on a un peu partout dans les films, par exemple, comme un oscilloscope. Ça peut être, on dirait un oscilloscope que c'est un outil d'hôpital. On dirait un accessoire qu'on a sorti de la voiture dans Retour vers le futur. C'est un outil peu exploité dans l'industrie, puis pourtant, ça existe depuis vraiment longtemps. Cet outil-là, ça permet de voyager dans le temps comme la DeLorean. Ça ne permet pas de voyager dans le temps comme la DeLorean, mais ça permet de manipuler le temps dans nos lectures, à travers nos lectures de voltage. Voir clair quand on fait un diagnostic électrique et électronique, c'est important. Moduler les intervalles de temps, ça l'ouvre des possibilités de diagnostic au niveau de presque tout ce qui est en lien avec la mécanique. Ça peut être un relais, une switch, un système CAN-bus, la compression d'un moteur, le bruit, etc., etc. C'est infini. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un oscilloscope? Ça peut être épeurant de l'enseigner, cette matière-là. Ça peut prendre du temps à intégrer au programme. Souvent, les enseignants manquent de temps pour le faire. Consulab, nous, on vous en donne du temps. On a des solutions clés en main pour vous aider avec l'enseignement de l'oscilloscope. Quand je présente l'oscilloscope, j'aime ça commencer par présenter l'outil. Ensuite, pour les accrocher vraiment, les étudiants au sujet, je vais démontrer c'est quoi les possibilités, puis comment les élèves peuvent devenir très performants avec cet outil. Et ensuite, je vais parler des exemples d'exercices à faire pour débuter avec les élèves avec une assimilation douce et progressive. Ce que j'aime faire avant toute chose, c'est d'expliquer et de vulgariser aux étudiants débutants dans leur apprentissage de l'oscilloscope en donnant des points de repère faciles puis des exemples concrets. Au fond, c'est quoi un oscilloscope? Un oscilloscope, c'est rien d'autre qu'un voltmètre. Par exemple, ce voltmètre-là, il va être capable de prendre des mesures très particulières, c'est-à-dire dans des séquences de temps très précises. Qu'est-ce que ça donne? Au lieu de mesurer des lectures claires, comme le multimètre ici à 12,5 volts, ça fait des espèces de gribouillis ou des barbeaux sur un écran. On va commencer à vraiment être basic. Ce qui devient intéressant, c'est quand on commence à savoir interpréter ces dessins-là, c'est ça qu'on va décortiquer dans les prochaines minutes. Il existe plusieurs marques d'oscilloscopes. On a Snap-on, il y a des Bosch, Tektronix, U-Scope, Fluke, Hotel, Pico. Il y a plusieurs types d'oscilloscopes. Il y en a qui sont intégrés dans des scanners. Il y en a qui ont besoin d'être branchés à un laptop. Puis il y en a d'autres qui ont leur propre écran intégré. Il y a des oscilloscopes avec un canal, avec deux canaux. Il y a des oscilloscopes à 3 canaux, à 4 canaux, puis ça peut aller jusqu'à 8 canaux, tout dépendant du budget qu'on a, puis de l'oscilloscope qu'on décide d'acheter. C'est quoi un canal? Au fond, chaque canal est un peu comme un voltmètre. Donc, chaque canal permet d'avoir différentes lectures de voltage, tout dépendant le type tout dépendant les besoins qu'on a, puis le type de lecture qu'on cherche à obtenir. Bon, ici, on voit à gauche
un oscilloscope à un canal. Puis à droite, on va avoir 4 canaux. Donc, on va pouvoir avoir 4 lectures différentes. Si on veut comparer, par exemple, 2 lectures, ça peut être sur le can high et le can low. Ça peut être plusieurs types de lectures qu'on cherche à vouloir obtenir. On va utiliser un oscilloscope avec plusieurs canaux. Le canal jaune, bleu, rouge et vert vont être 4 canaux différents. Les lectures du multimètre numérique ne sont pas en direct. La plupart des multimètres ils vont se mettre à jour ou vont prendre 2 à 10 lectures à chaque seconde. La lecture réelle du multimètre, ça va être la moyenne des échantillons obtenus dans cette plage de temps-là. Donc ici, c'est 12,5. Un oscilloscope, lui, par exemple, il va obtenir des lectures entre 1 à 2 millions d'échantillons par seconde, ce qui est beaucoup plus rapide. Il n'y a aucun appareil de mesure qui est plus rapide que ça. La courbe affichée, ça reste une moyenne, mais ça va être une moyenne qui va être très, très rapide. Donc, un oscilloscope, c'est comme un voltmètre super performant, un voltmètre de course. Ici, on va faire une expérience maintenant. On va comparer avec le multimètre. Donc, ici, on va mettre, je vais juste expliquer c'est quoi exactement que j'ai fait comme installation. Donc, ici, on a le positif qui est branché sur la lumière qui est juste ici. On a une source de 12 volts et puis on a le branché sur un potentiomètre. C'est un potentiomètre PWM, MLI en français, modulation à largeur d'impulsion. C'est un potentiomètre qui est très souvent utilisé pour faire varier la vitesse des moteurs à courant continu ou l'intensité lumineuse d'une lumière, par exemple. Fait que si je bouge le potentiomètre qui est juste ici, on peut constater que la lumière est de plus en plus brillante ou de moins en moins brillante. Et puis, on peut voir aussi en même temps une lecture au niveau du multimètre qui va changer, étant donné que le multimètre est branché en parallèle. On va pouvoir venir moduler le voltage au niveau du multimètre comme ça. La différence entre le multimètre et l'oscilloscope, c'est qu'on peut avoir une perspective qui va être beaucoup plus précise par rapport au multimètre. Je vais donner juste un exemple. Si on ajuste le voltage à 6 volts environ, 6,5 volts, comme ça, mais là, on va voir ici, on a une lumière qui allume, on a une source de 12 volts et puis on a un potentiomètre ajusté avec une lecture de 6 volts au multimètre. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est de demander aux étudiants, c'est quoi le voltage exactement sur le circuit de la lumière. Les étudiants vont dire, bien évidemment, on va dire, on a 6 volts au niveau du circuit et c'est complètement faux. Dans le fond, je vais pouvoir vous démontrer dans la prochaine slide qu'ici, on n'a pas 6 volts comme indiqué au multimètre, mais on a bel et bien 12 volts et voici pourquoi. Ici, on peut regarder sur l'oscilloscope qui est juste ici. Je vais essayer de tirer sur le fil. Donc, ici, on a l'oscilloscope, ça. Et puis, on peut voir sur la ligne verte en bas où mon doigt, on a 0 volts. Et sur la ligne jaune en haut, on a 12 volts. Donc, nulle part sur le multimètre, on a une indication de 6 volts, comme sur le multimètre. Donc, sur l'oscilloscope, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a 12 volts sur une certaine plage de temps et 0 volts sur une certaine plage de temps. Et quand je bouge mon potentiomètre à la baisse, ben, on va voir que le voltage va rester à 0 plus longtemps et puis il va rester à 12 volts moins longtemps. À l'inverse, si j'augmente l'intensité de mon potentiomètre, ben là, à ce moment-là, on a 12 volts ici, beaucoup plus longtemps, et 0 volts, beaucoup moins longtemps. Donc, de cette façon-là, on est capable de voir qu'effectivement, nulle part, on a 6 volts comme affiché sur le multimètre, mais on a bel et bien 12 volts et 0 volts sur une plage de temps qui est modulaire. Donc, c'est une façon un peu
de montrer à l'étudiant que l'oscilloscope, il peut être intéressant pour afficher des lectures qui peuvent être erronées avec un multimètre qui n'est pas assez rapide pour effectuer des lectures comme ça. Donc, ça va être un voltage mesuré sur une période de temps écoulée. Et puis, on a entre 12 et 0, jamais 6 volts. C'est possible de lire des signaux numériques et on peut faire des lectures avec des signaux analogiques aussi. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, l'oscilloscope, il y a plusieurs réglages de base. Si on regarde sur l'oscilloscope que j'ai présentement, on a le voltage qui est juste ici, à 5 volts. Donc, lui, il est présentement ajusté à 5 volts. On a le temps par division. On a le déclenchement. Et puis, on a le curseur. C'est tous des ajustements qui vont faciliter la prise de lecture sur l'oscilloscope. Présentement, j'ai choisi d'utiliser puis de faire des exemples sur le U-scope, l'oscilloscope que je viens de vous montrer. C'est selon moi le meilleur outil d'apprentissage pour enseigner les oscilloscopes. Il n'est pas dispendieux, il est portatif, il est simple. Si les élèves le brisent, c'est plus facile à remplacer. On peut acheter plusieurs oscilloscopes et puis faire un kit de classe pour environ le même prix qu'un seul oscilloscope d'une marque qui peut être plus dispendieuse. Et donc, c'est pour ça que moi, j'offre cet outil précis-là parce que ça peut être très intéressant de travailler avec ce U-scope précis. Si on en regarde l'image, ça réplique l'image du U-scope. On peut voir qu'il y a 12 divisions à l'horizontale et il y a 8 divisions à la verticale. En le calibrant à 20 millisecondes, ça veut dire que chaque carré ou chaque division va avoir environ 20 millisecondes. Donc, pour la largeur de l'écran de l'oscilloscope, nous allons lire un quart de seconde. Ajusté à 20 millisecondes, on peut arriver jusqu'à 220 millisecondes ou un quart de seconde. Dans l'autre sens, à la verticale, on a les volts par division. On a ajusté l'oscilloscope à 2 volts par division. Donc, si on veut savoir, par exemple, c'est quoi la tension qui est affichée sur l'écran, ça va être 8 divisions multipliées par le 2 volts ajusté. Donc, sur l'écran, on est capable de lire 16 volts total. Sur le multimètre, il y a souvent le calibrage automatique, tandis que l'oscilloscope, la plupart des calibrages vont se faire de façon manuelle. Ajusté à 5 volts par division, on peut voir à partir de la flèche verte, qui indique 0, combien de divisions de haut la ligne vert atteint et mesurer 12,6 volts. Donc ici, on a 0. Fait que si on calcule 5 volts par division, je vais avoir 5, 10, 15, et puis on a entre 10 et 15, donc la ligne verte indique 12 volts. Ajusté à 2 volts par division, la ligne elle va être plus haute sur l'écran pour le même voltage. Donc ici, on a 0 volts. Donc on va calculer chaque division en ajoutant 2 volts. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et entre 12 et 14, on va avoir notre 12,5, 12,6 volts. Ajusté à 1 volt par division. On ne voit même pas la donnée parce que notre oscilloscope, parce que notre donnée, c'est 12,5 volts et c'est au-delà des 8 divisions de l'écran. Donc, à 1 volt, on est capable d'aller jusqu'à 8 volts de lecture. Donc, ici, on n'est pas capable de voir du tout la lecture et l'indicateur de voltage est en rouge, ce qui nous montre que la lecture est au-delà du range à calibrer par l'oscilloscope. Si on regarde ici, on peut se rendre jusqu'à 7 volts. Donc, on est en dehors de la marge possible. À 2 volts, ben, on est capable encore de voir que
on est dans la plage précise possible. À 5 volts, on est entre 10 et 15, donc notre 12.5 est facilement lisible. Et à 10 volts, on est capable de lire, mais on est un petit peu moins précis. On peut se rendre jusqu'à 70 volts de lecture. Le réglage de tension par division, on peut comparer ça un petit peu par le sélecteur de plage de tension sur un multimètre qui est réglable. Le temps par division, ça va être combien de temps est affiché à l'écran. Donc, on peut régler avec la deuxième fonction qui est ici. Le U-Scope, il y a 22 échelles de temps qu'on peut choisir. Donc, on peut le mettre à 10 secondes par division, 5 secondes par division. On peut descendre en millisecondes, 500 millisecondes, 200 millisecondes, 100 millisecondes. Puis, le temps total affiché sur l'écran va être adjacent à l'ajustement qu'on a. Donc, à 10 secondes par division, ou dans l'écran complet, on va avoir 2 minutes. Et puis, on peut se rendre en microsecondes en regardant, par exemple, l'échelle qui est indiquée ici. Et puis, en microsecondes, on peut se rendre là, vraiment avec des lectures rapides. Si on se rend à 5 microsecondes par division ou 1 microseconde par division, mais dans l'écran total, on va avoir vraiment des lectures là, qui vont être super, super, super rapides. Ça peut être, par exemple, pour des communications qu'on peut ajuster l'oscilloscope de cette façon-là. Donc, pour une lecture X, qu'on veut, par exemple, on veut interpréter des signaux avec des intervalles précises, c'est important de calibrer l'outil pour une lecture qui va être compréhensible. Donc, à 10 millisecondes, ici, on peut avoir une lecture qui va être un peu, ça va être une grosse ligne large. On ne voit pas vraiment c'est quoi les données. Ensuite de ça, on va le calibrer un peu plus rapide, c'est-à-dire on va le mettre à 5 millisecondes. Là, on commence à voir des petits détails. Si on calibre l'oscilloscope à 2 millisecondes, bien là, à ce moment-là, de plus en plus, on se rapproche de la réalité, on se rapproche de qu'est-ce qu'on cherche à obtenir comme lecture. 1 milliseconde, c'est la même chose. Donc, les possibilités sont 10, 20, 50, 100 millisecondes, 200, 500 millisecondes, 1 seconde, 2 secondes. On peut aller beaucoup plus lent si on veut, mais dans cet exemple-là, on ne veut pas se rendre à ce niveau-là, étant donné que 10 millisecondes, c'est illisible. Donc, on a parti à ce moment-là. À 500 microsecondes par division, on a une belle lecture. On peut aller encore plus rapide que ça, à 200 microsecondes par division. 100 microsecondes et 50 microsecondes par division, on commence à avoir un vraiment bon détail sur nos lectures obtenues. À 20 microsecondes et à 10 microsecondes, on peut avoir des détails très, très précis. Si on se rend, par exemple, jusqu'à 2 microsecondes, bien là, on voit vraiment de façon très la plus précise, c'est quoi qu'on peut avoir comme signaux. Fait que la différence entre 1 microseconde, qui va être le taux d'échantillonnage le plus rapide, puis 10 secondes, ben, il va y avoir une grosse différence au niveau des lectures obtenues. Moins de temps affiché à l'écran, ça va donner beaucoup plus de détails au niveau du signal. Donc, plus rapide le taux d'échantillonnage et les chiffres vont être plus bas, puis égal moins de temps total affiché à l'écran. Pour vous aider, quand on achète un oscilloscope, ça vient souvent avec des chartes de toutes sortes qui indiquent quels sont les ajustements à apporter avec l'outil en fonction de chaque lecture que vous désirez faire. Fait que si par exemple on regarde ici, ben, on veut tester une batterie, ben, normalement on peut l'ajuster à 2 volts par division. Si on veut par exemple pour des sensors, pour un injecteur par exemple, ça peut être pour une pompe à carburant, ben, souvent les oscilloscopes vont venir avec des chartes comme ça qu'on n'aura pas à guesser comment on doit ajuster l'oscilloscope. On va avoir des indications pour nous aider à ajuster l'outil qu'on a acheté et le régler beaucoup plus facilement de cette façon-là. Je vais parler du déclenchement. On a parlé du temps par division, le voltage par division. Maintenant, le déclenchement.
le niveau de déclenchement ici, il est réglé trop haut. Donc, le déclenchement, c'est la ligne jaune. Quand le déclenchement est réglé trop haut, à ce moment-là, on a une lecture qui est mouvante. Ça peut être un peu difficile d'interpréter. C'est qu'est-ce qu'on cherche à obtenir comme lecture exacte quand tout bouge. Donc, le déclenchement, le trigger en anglais, ça permet là, de pouvoir de stabiliser le signal émis sur l'écran. Donc, pour le faire, il faut ajuster le déclencheur dans la plage de lecture du voltage lu par l'oscilloscope. Au lieu de voir défiler les données, ça va stabiliser l'image et pouvoir prendre des mesures en lien avec les divisions plus facilement. Donc ici, on peut avoir une lecture du voltage directement. Donc, on a aussi les curseurs qui peuvent être, intéressants à utiliser. Donc, quand on active les curseurs, ça permet d'avoir des mesures de temps exactes et précises sans se casser la tête avec le calcul des divisions. Donc, par exemple, ici, quand on met les curseurs, on peut voir les deux flèches blanches qui sont ici vont afficher le voltage et les deux flèches blanches qu'on a rajoutées ici vont ajuster le temps par division. Donc, on a 6 volts ici dans notre plage et 33 millisecondes. Attention juste ici et le temps qui va être comme ça. Si on veut regarder des données, par exemple, sur un capteur TPS ou une pédale d'accélérateur, ben, à ce moment-là, on peut voir là, des voltages qui vont changer. Si on regarde, par exemple, une pédale d'accélérateur qui peut être en sens, mettons, lorsqu'on accélère, le voltage va monter comme ça juste ici. Quand on décélère, le voltage va descendre. Puis quand on peut déceler des défectuosités comme ça, qui ne peuvent pas être perçues avec un multimètre. Donc, ça peut causer une hésitation, une espèce de tip-in chaque fois que ce point est touché par le curseur TPS. Puis, il n'y a aucune façon là, de le diagnostiquer autre qu'avec un oscilloscope. Si je veux que mon oscilloscope mesure l'ampérage, ben, à ce moment-là, on peut brancher une pince ampère-métrique. Ça va pouvoir convertir l'ampérage mesuré en une tension que l'oscilloscope peut lire. Toutes les pinces ampère-métriques, peu importe la marque, normalement sont compatibles avec les oscilloscopes. Donc, si je veux mesurer le courant, par exemple, d'une pompe à carburant ou d'un injecteur, ben, on va pouvoir brancher simplement une pince ampère-métrique sur l'oscilloscope. La même pince ampère-métrique qui va être utilisée sur votre multimètre, elle va être facilement utilisable pour votre oscilloscope. Donc, ici, on a une forme d'onde du courant de la pompe à carburant. Donc, juste ici, on a mis le trigger pour dire, parce que notre pattern est le même à ces deux endroits-là. Donc, ici, on a un cycle de pompe à carburant, c'est-à-dire un tour. Si on regarde le nombre de millisecondes, on a un tour en 9,12 millisecondes. Donc, en faisant le calcul à 1,12 millisecondes, ça veut dire, si on le calcule en une seconde, ça fait 109 tours par seconde. Et fois 60, parce que 60 secondes dans une minute, ben, on peut déterminer que la pompe, elle, tourne à 6579 tours minute. Il y a 8 segments sur le collecteur de la pompe ici. Donc, on peut le calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, on peut déterminer ici que le signal de la pompe il est instable. Ça veut dire qu'on ne peut pas garantir que cette pompe-là va pouvoir durer très, très longtemps parce que un des signaux est très, très différent des autres. Donc, on peut déterminer à ce moment-là que la pompe ne peut pas être garantie efficace pour une longue période de temps. Sur un injecteur, ben, un injecteur, normalement, c'est branché sur le positif et le PCM, lui, va venir clencher ou déclencher le négatif de l'injecteur. On peut brancher le point de test de signal sur l'oscilloscope. Grossièrement, un injecteur, c'est en général branché de cette façon-là. C'est un peu grossier comme dessin, mais on peut voir que l'oscilloscope, par exemple, si on branche
l'oscilloscope en voltage et avec une pince ampère-métrique, ben, à ce moment-là, ça peut permettre d'avoir un pattern ou de voir le fonctionnement de l'injecteur et de comparer avec les spécifications du fabricant. On peut utiliser deux oscilloscopes, idéalement un oscilloscope à 2 canaux. Ça pourra obtenir une lecture qui va être plus efficace. Donc ici, en rouge, on a la tension de l'injecteur. En bleu, ça va être le courant de l'injecteur. Et puis, si c'est dans une période de temps très, très courte, c'est-à-dire qu'on peut voir ici comment l'injecteur fonctionne. Donc, A, c'est la tension de la batterie. B, ça va être l'ECM qui commande l'injection. En C, on voit que le courant commence à monter quand l'injecteur s'ouvre. En D, c'est la commande de l'ECM à temps on injection. On a la largeur de l'impulsion. En E, c'est la commande off de l'ECM, c'est quand le courant tombe à 0. F, on a un pic de tension induite. C'est un segment important à observer. Puis en bleu, ici, c'est dans le fond, ça va être la plage de l'injection. En H ici, on a la bosse de fermeture du pointeau. Donc, on peut voir ici, avec la petite bosse, c'est quand exactement l'injecteur va fermer. La bosse d'ouverture du pointeau, ça peut être important à voir aussi en I. C'est lorsque cette petite bosse apparaît, on peut voir quand exactement l'injecteur ouvre. Et puis en J, bien sûr, c'est la tension de la batterie remise à on. Si je veux que mon oscilloscope mesure la pression, il faut convertir la pression mesurée en une tension que l'oscilloscope peut lire. On a des kits de transducteurs qu'on peut brancher sur nos oscilloscopes. Et puis, juste en vérifiant, par exemple, sur une bougie ou par exemple sur un moteur sur les glow plugs, ben, on peut voir ici le cycle du moteur, c'est-à-dire le cycle de compression, intake, exhaust, compression. Et puis, si par exemple on a une valve qui fait défaut, ben, on est capable de voir exactement où est-ce que où est-ce qu'il est le problème. Donc, on peut voir est-ce que c'est la valve d'exhaust, est-ce que c'est la valve d'intake. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités quand on se met à travailler avec des outils adjacents à l'oscilloscope. Si je veux que mon oscilloscope mesure la température, bien sûr, c'est possible. On peut convertir la température mesurée en une tension que l'oscilloscope va lire. Si on veut que l'oscilloscope détecte des bruits, des vibrations, il y a des capteurs NVH. Donc, c'est possible de pouvoir faire tout ça. Si on a beaucoup de budget, il reste un oscilloscope qui est plus avancé, le Pico 4425A. Cet outil-là intelligent, ça va permettre d'effectuer des ajustements automatiquement. Ça permet de reconnaître quel outil qu'on met sur l'oscilloscope. Aussi, que ce soit une pince ampère-métrique, un transducteur de pression, il va le reconnaître puis il va s'ajuster automatiquement. Il y a plusieurs points de connexion qui prennent d'autres types de données utiles pour l'auto-ajustement. Donc, par exemple, les petits points qui sont ici, ils vont permettre à l'oscilloscope de reconnaître chaque outil qui peut être branché dessus. On peut aussi brancher des connecteurs standards si, par exemple, on a d'autres outils qui sont compatibles seulement avec des oscilloscopes d'ancienne génération. Pour en venir à aimer les oscilloscopes, c'est important de bien pratiquer. La pratique, c'est vraiment la clé pour apprécier l'utilisation de l'oscilloscope. Plus qu'on maîtrise cet outil-là, plus qu'on cherche à utiliser partout pour tous les types de diagnostics. Quand on a une grande maîtrise de cet outil, ça devient souvent la solution à nos diagnostics. Puis ça nous permet de se démarquer quand vient le temps de performer en tant que mécanicien. J'ai été dans les détails un petit peu. C'était simplement pour démontrer que l'oscilloscope, c'est possible de l'utiliser pour vraiment beaucoup d'applications. Et puis quand on l'utilise, ça nous permet d'être vraiment très, très précis au niveau de notre diagnostic.
Maintenant, on sait à quoi ça sert. Maintenant, on va commencer à l'enseigner. Comment que je fais, moi, pour enseigner à mes étudiants l'oscilloscope? Pour commencer, c'est important de rester simple au début. Comparer l'oscilloscope à un voltmètre, discuter de la rapidité supérieure par rapport au taux de rafraîchissement d'un oscilloscope puis d'un multimètre. On va discuter de la tension au sens vertical, le temps qui est au sens horizontal. Tout ça, c'est ajustable. Le déclenchement, quand le signal commence du point de synchronisation. Conseiller d'éviter des formes d'ondes spécifiques aux composants au début. Surtout éviter des scénarios, hein, comme je viens de faire avec l'injecteur. Ça peut être complexe à comprendre, etc. C'est intéressant d'en parler un petit peu, mais il ne faut pas trop élaborer parce que sinon, on risque de perdre là, l'attention là, des étudiants. On parle de discuter vers le haut, vers la droite, de rester de base avec nos lectures. Les suggestions pour commencer, on peut utiliser du matériel pour enseigner les oscilloscopes, les genres de signaux qu'on peut trouver. On peut commencer très simplement, par exemple, avec une batterie. Donc, on peut brancher une batterie sur l'oscilloscope. L'élève va devoir ajuster l'oscilloscope en fonction de la batterie branchée. Donc, on peut utiliser une petite batterie, une batterie 9 volts, une batterie 12 volts. Ça prouve aux étudiants que c'est un voltmètre, tout simplement. On peut l'utiliser à différentes échelles. Ça évite la confusion d'y aller simplement. On peut utiliser n'importe quelle pile, une pile de montre, par exemple, ou peu importe l'appareil. Il ne faut pas le connecter, bien sûr, sur une prise murale 120 volts. Sur l'oscilloscope que je vous ai montré, le U-Scope, il y a un générateur de signaux. Donc, si par exemple on veut générer des signaux sans nécessairement avoir besoin de brancher sur un équipement quelconque, on peut simplement introduire la fréquence et le rapport cyclique avec cette source-là qui est ajustable que Consulab offre. On a un faisceau de distribution de signaux. Donc, par exemple, si vous avez un produit consulable ou un générateur quelconque de signaux, une batterie, comme je vous ai dit au début, mais ça peut être intéressant d'avoir un kit de classe comme ça. Donc, c'est-à-dire, on génère des signaux à l'avant en tant qu'enseignant et on peut aller distribuer ça partout dans la classe pour chacun des étudiants qui auraient chacun leur oscilloscope. Étant donné que c'est des oscilloscopes qui sont peu dispendieux, bien, ça nous permet, pour le prix d'environ un oscilloscope performant, d'avoir une classe complète remplie d'oscilloscopes. Et puis, ça peut être un avantage certain pour pouvoir l'enseigner, d'être équipé de cette façon-là. Si chacun des étudiants ajuste leur voltage, leur temps par division, leur trigger, etc., en l'ayant dans les mains, ça permet de pouvoir beaucoup mieux assimiler la pratique de l'oscilloscope. On a un exemple ici. On avait eu 25 U-Scopes qui étaient utilisés lors de cette présentation-là. Donc, c'est une façon là, qui est courante chez Consulab d'offrir ce matériel-là. Consulab fabrique d'excellents générateurs de signaux. On a là produit la loi d'Ohm, le capteur de vitesse et de position. On a notre performance moteur et électricité. Et on a notre produit d'injection et d'allumage ici qui vont être d'excellents générateurs de signaux. Les bancs moteurs, ça peut être une très bonne source de signaux aussi si on veut enseigner, par exemple, au niveau du breakout box, de la prise de scanner, par exemple, ou tous les capteurs qui sont sur le banc moteur, c'est une source très, très variée là, de signaux qu'on peut démontrer, qu'on peut enseigner. Donc, c'est ça, on peut appliquer des fautes puis voir c'est quoi la différence avec les signaux. Sur le formateur de capteur de vitesse et de position, bien, il y a des signaux qui peuvent être à effet Hall avec des ondes carrées, magnétorésistifs, hausse et basse résolution. Donc, il y a plein de signaux qui sont possibles d'être générés. Si vous n'avez pas de produit consulable à obtenir des signaux, bien, c'est certain que le meilleur point d'accès
aux signaux, ça reste un véhicule. Un véhicule, directement, ça offre beaucoup, beaucoup de possibilités pour émettre des signaux et puis pour faire des tests avec l'oscilloscope. Donc, puis ça peut être un petit peu difficile au niveau de l'accessibilité, c'est-à-dire dans une classe, ça peut être touché d'avoir une voiture directement, mais c'est certain qu'avec un faisceau de distribution de signaux et puis un produit qui est plus compact, ben à ce moment-là, on est capable de le faire en faisant de la théorie et de la pratique sans quitter la classe. Des ressources d'apprentissage pour l'oscilloscope sur le site de Pico Technologies, qui est une marque d'oscilloscope. Pour tous les tests qui sont possibles d'effectuer avec l'oscilloscope, il y a des vidéos, il y a des guides qui peuvent vous montrer comment brancher l'oscilloscope, comment interpréter les signaux, comment ajuster votre oscilloscope. C'est complètement gratuit. Et puis, je vous réfère à cette source d'informations-là parce que c'est une des places qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur plusieurs types de véhicules, sur plusieurs types de signaux qui sont possibles de lire. Donc, on peut obtenir comment effectuer le test avec l'oscilloscope, les réglages de l'oscilloscope suggérés pour chacun des tests, où brancher nos sondes, des exemples de bonnes et de mauvaises formes d'onde, hein. C'est certain que là, si on fait une lecture, ben, c'est une bonne lecture, c'est une bonne lecture ou une mauvaise lecture, c'est difficile à savoir. Tandis que si on peut comparer avec des exemples de formes d'onde qui sont dans les spécifications, ben à ce moment-là, on est capable de bien déterminer nos lectures. Sinon, le DTC, les courants associés aux composants, puis beaucoup, beaucoup plus d'informations, tout ça simplement gratuitement.